Bonjour et bienvenue dans cette partie 2 de ma série de vidéos sur l'anorexie. J'espère que la première vous aura intéressé. Aujourd'hui, on va aborder la pathologisation de l'anorexie au XIXe siècle, où on parlait d'anorexie hystérique et de l'émergence de l'anorexie dans les années 80. Au XIXe siècle, la plupart des médecins pensaient que l'anorexie mentale était liée à une personnalité hystérique. L'histoire de ce terme est longue et sa définition a varié avec le temps, mais le terme vient du grec hystéra, qui signifie utérus, donc c'était une maladie, une pathologie purement féminine. Si on veut essayer de rapprocher le terme de pathologie actuelle, on peut se référer à la nouvelle version du DSM-5 qui référence toutes les maladies psychiatriques et leurs symptômes. La description de plusieurs troubles qui, combinés entre eux, peuvent nous faire comprendre ce que représentait l'hystérie pour les médecins au XIXe siècle. Alors là, pour la description des troubles, je suis désolée, mais j'ai pas mal regardé mes notes parce que c'est un peu complexe. Tout d'abord, nous avons le trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle, dit trouble de conversion, où en fait on a des symptômes d'altération de la motricité volontaire et des fonctions sensorielles. Et ces altérations ne sont pas explicables par une maladie neurologique, mentale, ou par n'importe quelle maladie qui pourrait l'expliquer. Ensuite, le symptôme ou le handicap, parce que du coup ça peut handicaper littéralement la personne, entraîne une détresse ou une altération clinique significative dans le domaine du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants ou nécessite une évaluation médicale. Il y a différents sous-types. L'un avec faiblesse et paralysie, l'autre avec des mouvements anormaux comme des tremblements ou une myoclonie, l'un avec des symptômes de déglutition. On verra que c'était le cas de Sarah Jacob, un cas dont nous allons parler plus tard, avec des troubles de l'élocution également, et avec des attaques ou des crises de type épileptique. Et on verra que Sarah Jacob avait également des crises d'épilepsie. Et ensuite, on a une anesthésie et une perte sensorielle. Voilà, ça c'était les sous-types. Ensuite, nous avons le trouble de la personnalité histrionique, qui est un mode général d'expression émotionnelle excessive ou de quête d'attention qui apparaît au début de l'âge adulte et qui se manifeste par au moins 5 des symptômes suivants. Le sujet est mal à l'aise quand il n'est pas au centre de l'attention d'autrui. Ensuite, l'interaction avec autrui est souvent caractérisée par un comportement de séduction sexuelle inadapté ou d'attitude provocante. L'expression émotionnelle est superficielle et souvent changeante. La personne utilise régulièrement son physique pour attirer l'attention d'autrui. La manière de parler est trop subjective et pauvre en détails. Il y a une dramatisation, un théâtralisme et une exagération de l'expression émotionnelle. La personne souffre de suggestibilité et est facilement influencée par autrui et par les circonstances. Et enfin, elle considère que ses relations sont plus intimes qu'elles ne le sont en réalité. Je suis désolée, je regarde beaucoup mes notes, mais c'est un peu complexe à apprendre par cœur. Ensuite, on a le trouble à symptomatologie somatique et apparentée. En fait, c'est un ensemble de troubles dont le trouble de conversion dont on a parlé plus tôt fait partie. Et la description est très fournie, mais en bref, il s'agit de troubles mentaux dont les manifestations sont physiques. Avec les diversités des symptômes cités précédemment, on peut supposer que le diagnostic d'hystérie tombait très facilement. Le premier à relier l'anorexie à l'hystérie, c'est Ernest Charles Lazeg, qui publie en 1873 de l'anorexie hystérique. Mais le premier à avoir réellement changé la manière d'appréhender ses patientes, c'est Charcot. Il clame qu'il faut écouter ces femmes. Mon œil. En 1883, Huchard est le premier à parler d'anorexie mentale. Mais ces patientes sont toujours traitées de manière
extrêmement déshumanisante avec une méthode qui est toujours utilisée aujourd'hui et qui n'a pas réellement de fondement, l'isolement. L'isolement pourrait venir de Charcot, en tout cas il le revendique, mais pourrait très bien venir de Lazègue également. En tout cas, Charcot l'applique avec 3 piliers: autorité, ordre et punition. Il donne l'exemple d'une jeune femme de 13 ou 14 ans à Angoulême, qui, depuis sa poussée de croissance, refuse de se nourrir. Avec l'autorité, il convainc ses parents de partir et de la laisser seule. Ensuite, il envoie la jeune fille chez les religieuses qui sont chargées de maintenir l'ordre. Si la patiente se montre coopérative, c'est-à-dire si elle se nourrit, elle reçoit une récompense, c'est-à-dire voir sa famille. Et si elle ne se nourrit pas, elle reçoit une punition, le maintien de l'isolement. Ce processus peut sembler archaïque, mais l'isolement des jeunes filles souffrant d'anorexie est toujours une réalité. Certaines cliniques fonctionnent avec un système de contrat où les jeunes filles ou les jeunes femmes ont de plus en plus de liberté à mesure qu'elles se nourrissent. Mais si elles refusent de se nourrir, elles peuvent rester des semaines, voire des mois, sans de réel contact avec l'extérieur. Valérie Valère, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, témoigne de cette méthode dans son livre Le pavillon des enfants fous. Il convient de préciser que les TCA ne se soignent pas en psychiatrie générale. Il faut des services spécialisés qui sont malheureusement bien trop rares en France. Mais revenons à l'hystérie et à ce qui a poussé Lazègue à relier l'anorexie à l'hystérie. Vous allez voir, c'est extrêmement bancal et dénué de sens. Son premier argument est que si la maladie provient de l'environnement, c'est de l'hystérie. Deuxième argument, il dit que la patiente, même si elle est proche physiquement de la mort, elle soutiendra qu'elle va bien. Or, n'avait-on pas tendance à dire que les personnes hystériques faisaient semblant d'être malades? D'ailleurs, il y a une contradiction. Lazègue dit qu'il y avait une lésion au niveau du système nerveux, notamment au niveau de l'estomac, et une perversion mentale qui faisait que la patiente, ne voulant pas passer pour une enfant capricieuse, décide d'être malade. Ensuite, il soutient paradoxalement qu'il n'y a pas de perversion mentale, que la patiente se complaît dans sa maladie qu'elle refuse de guérir. Il y a des contradictions de partout, ça n'a aucun sens. Je ne comprends même pas comment ça peut être accepté comme théorie. Imaginons un désordre gastrique comme le suggère Lazègue. La personne qui souffre d'un désordre gastrique va de manière assez logique se priver d'alimentation en espérant voir une amélioration. Dans le cas de l'anorexie, même s'il n'y a pas d'amélioration, la personne va continuer de se priver. Voilà. Et Lazègue, pour une fois avec justesse, exprime que d'ailleurs les personnes souffrant d'anorexie semblent savoir ce qui est bon pour elles. Et ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il prévient même ses confrères. Il dit « Quelle malchance pour le médecin qui n'a pas connaissance du danger et qui espère obtenir raison à travers des médicaments, des conseils aimables ou avec de l'intimidation, solution encore plus improbable. » Il dit « Avec les hystériques, une première erreur médicale est irréparable. Dans un premier temps, l'unique attitude sage est de l'observer et de se taire. » Je n'aime pas le terme d'hystérie parce que je le trouve profondément sexiste, mais je dois avouer que sur le dernier point cité par Lazègue, il n'avait pas tort. Quand on souffre d'anorexie, on pense qu'on contrôle tout et on fait extrêmement difficilement confiance aux soignants, et une première erreur en début de suivi peut s'avérer très délétère pour la suite du suivi. Personnellement, ça m'est arrivé. J'ai eu une très mauvaise expérience avec un psychiatre pourtant renommé, qui a même une page Wikipédia, qui je soupçonne être de sa propre création vu l'ego qu'il a. En fait, comme il y a un délai entre la demande de la prise en charge et la prise en charge en elle-même,
au moment du début de la prise en charge du premier rendez-vous, en fait, j'étais déjà dans une optique de guérison. Et j'avais décidé que je ne voulais plus me peser. Et quand on m'a demandé de me peser, j'ai refusé de monter sur la balance. Je voulais absolument me détacher du poids. Et en fait, pour savoir si je n'étais pas trop maigre, et dans ce cas-là, si me peser aurait été nécessaire, il m'a demandé de me lever, de me reculer. Il m'a observé de face, de profil et de dos pour évaluer ma silhouette. Je vous laisse imaginer le traumatisme. Parce que c'était un homme plutôt âgé. Donc même pour une jeune femme souffrant d'anorexie ou pas, enfin même pour une femme ne souffrant pas d'anorexie en fait, c'est malaisant. Mais pour une femme ou une jeune femme ou une jeune fille souffrant d'anorexie, c'est pire que tout. Et non seulement je n'ai jamais pu m'ouvrir à lui dans les quelques rendez-vous qui ont suivi, mais en plus il est passé totalement à côté de ce qui s'est passé réellement. Il a cru que j'étais trans. Genre, trop bizarre. Et finalement, par la suite, c'est pas lui qui m'a pris en charge, mais j'ai été amenée à le recroiser et j'ai pas pu m'empêcher à chaque fois de le regarder avec dédain. Donc je ne lui ai jamais pardonné son erreur lors de ce premier rendez-vous. La ZEG fait l'observation sans s'en rendre compte de 2 points essentiels de la maladie. D'abord, la malade ne se voit pas changer, elle ne se voit pas maigrir. C'est le principe de la dysmorphie ou de la dysmorphophobie. Ensuite, la malade ne refuse jamais une tâche fatigante. C'est le principe de l'hyperactivité très présente souvent dans la maladie. Et même s'il est passé un petit peu à côté de ces 2 éléments essentiels, il a plutôt bien cerné la manière d'aborder les malades. En fait, quand il y a un abaissement moral et physique, il faut cesser d'observer et de se taire et reprendre son rôle de médecin. Et là, il y a 3 issues possibles. Une coopération avec une fausse réticence, ce qui est plutôt rare, une coopération, ce qui est encore plus rare, et une demi-coopération sans réelle volonté de changement, ce qui arrive le plus souvent. C'est là qu'on remarque que l'anorexie est une affection de rébellion. En effet, une personne qui s'affame sans démence apparente. Pire, qui refuse de guérir. On dit souvent que les médecins sont les plus mauvais patients, mais clairement, je pense qu'ils sont détrônés par les jeunes femmes souffrant d'anorexie. Elles sont bornées, rigides, malignes et pleines d'arguments pour justifier le bien fondé de leur comportement. Pourtant, ce n'est pas qu'elles ne souffrent pas, bien au contraire. Elles souffrent de ces maladies pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont souvent pas très joyeuses. L'anorexie mentale est la pathologie psychiatrique la plus mortelle. On en meurt soit par dénutrition, soit par suicide. En fait, plutôt que de remanger ou par désespoir, les patients préfèrent se suicider. En fait, c'est plus qu'une maladie. C'est un mode de fonctionnement, un mécanisme d'adaptation, une réponse à une oppression. D'ailleurs, la ZEG finit par s'interroger sur des causes non somatiques qui pourraient influencer l'apparition de la maladie. En fait, il constate que quand les patientes commencent à se renourrir, elles ne le font pas pour elles le font pour cesser la souffrance qu'elles engendrent chez leurs proches. Alors la ZEG se dit que si l'environnement intervient dans la guérison, peut-être qu'il est également intervenu dans l'apparition et dans les causes primaires de la maladie. Voilà, c'est à peu près tout pour les débuts de la pathologisation de la maladie et de son lien avec l'hystérie au XIXe siècle. Après sa pathologisation vers 1870, l'anorexie n'a eu de cesse de se répandre à la manière d'un mouvement social. Certains parlent d'épidémie, mais le terme n'est pas tout à fait adapté puisque la maladie touche quasiment exclusivement des femmes blanches, de classe moyenne ou aisée, des pays occidentaux ou occidentalisés. Mais je tiens à faire une petite précision. L'anorexie peut toucher tout le monde. Et je parle beaucoup et exclusivement en fait de femmes souffrant d'anorexie, mais il faut savoir que l'anorexie existe également chez les hommes. Elle est juste beaucoup plus rare et se manifeste par des symptômes un petit peu différents. Ce n'est qu'en 1980 que l'anorexie fait son apparition dans le monde de la psychiatrie avec sa mention dans le DSM-3,
avec les symptômes suivants. La peur de devenir obèse malgré un amaigrissement apparent, une perturbation de l'image du corps, une perte de poids d'au moins 25% du poids initial, un refus de maintenir un poids supérieur ou égal à la normale en fonction de la taille et de l'âge, et une absence de maladie physique identifiée qui pourrait expliquer l'amaigrissement. En 1987, une nouvelle version du DSM-3 est publiée avec quelques modifications dans les symptômes de l'anorexie. Alors il y a toujours un refus de maintenir un poids égal ou supérieur à la normale en fonction de l'âge et de la taille. Il y a une perte de poids cette fois-ci d'au moins 15% du poids initial. Une peur de devenir grosse alors que le poids et une peur de prendre du poids aussi, alors que le poids est clairement inférieur à la normale, une altération de la perception du poids et de la perception du corps, et la présence d'aménorrhée. Toutefois, même si le terme d'épidémie n'est pas réellement adapté, la rapidité de diffusion de la maladie est fulgurante. Par exemple, dans le comté de Monroe, les cas ont doublé entre 1960 et 1976. La maladie déroute, interroge et tue. Elle tue et les médecins sont impuissants. En 1960, le domaine médical alerte. Les privations alimentaires sont à prendre au sérieux. En 1970, on suggère une aide médicale en cas de privation alimentaire. Peu à peu, la maladie s'insère dans la société et en 1974, on parle de starving disease. Mais il y a comme une sorte de surdiagnostic. En effet, la différence entre anorexie et anorexie mentale que j'ai évoquée dans la vidéo précédente n'est pas encore établie. Ainsi, une personne qui refuse de se nourrir parce qu'elle est déprimée, mais sans volonté de maigrir, est diagnostiquée. Mais ce surdiagnostic permet de faire connaître la maladie et on commence à en parler dans les médias. Mais c'est en 1983, avec le témoignage de Jane Fonda, qu'on observe un tournant dans la perception de l'anorexie. En effet, elle se confie sur sa boulimie sur l'anorexie. Alors qu'est-ce que la boulimie ? La boulimie, c'est quand on absorbe une grosse quantité de nourriture dans un laps de temps réduit et qu'on a ensuite recours à des activités compensatoires, les plus connues étant les vomissements, mais également le sport ou la prise de laxatifs. En fait, c'est surtout la mort de Karen Carpenter qui fait comprendre au grand public la dangerosité de la maladie. En effet, avant son décès, face au sida ou au cancer, des jeunes femmes qui s'affament, c'était un peu perçu comme un caprice. Mais la mort de Karen Carpenter fait comprendre que c'est dangereux. Ensuite, on commence à en parler dans les films et dans les livres, rendant la maladie plus commune. Des expressions comme « tu as l'air anorexique » entrent dans le langage de tous les jours. Ça y est, la maladie fait partie du paysage occidental et en 1984, plus de 50 journaux aux États-Unis en parlent. Les associations Anorexia and Bulimia Association se créent et elles encouragent le principe des groupes de parole et des activités. En 1985, ces deux associations sont présentes à New York, dans le New Jersey, en Pennsylvanie, dans le district de Columbia, en Virginie, en Caroline du Nord, en Géorgie, en Floride, en Louisiane, au Texas, dans le Colorado et en Californie, bref, un peu partout aux États-Unis. Cela permet de financer des recherches et de mieux connaître le TCA. En plus, elles encouragent le principe des témoignages et de la paire et danse. Cependant, malgré les recherches, les causes de la maladie demeurent obscures. On pense à des causes biologiques comme une anomalie au niveau de l'hypothalamus, mais trois objections se posent. Est-ce que les anomalies étaient présentes avant la maladie ou est-ce que c'est la maladie qui les a créées ? Ensuite, pourquoi exclusivement ou quasiment exclusivement des femmes ? Et ensuite, pourquoi est-ce que l'anorexie ne touche-t-elle pas tous les pays ? La cause biologique n'est donc pas pertinente ou du moins insuffisante. Dès les débuts de la pathologisation de la maladie au XIXe siècle, on a pensé que c'était un moyen de gérer l'autonomie, l'individualisation et le développement sexuel qui arrivait à l'adolescence. Freud, qui certes est assez controversé, a tout de même dit que c'était des jeunes femmes qui avaient peur de la féminité des femmes adultes et de l'hétérosexualité.
D'ailleurs, on constate que les jeunes filles malades étaient à l'époque peu sexuellement actives. Après, ça peut s'expliquer parce qu'il y avait les rapports sexuels avant le mariage qui étaient assez mal vus. Donc ça peut expliquer pourquoi elles avaient peu d'activité sexuelle. En 1985, le premier grand centre spécialisé voit le jour, le Renfrew Center. Oui, mon accent anglais est magnifique. Les médecins ne comprennent toujours pas grand-chose, mais ils constatent que des fois les patientes sont tellement dénutries qu'elles n'arrivent plus à réfléchir. Alors, avant d'entamer un travail psychologique, elles sont nourries de force par sonde. Ils comprennent également qu'il faut l'intervention de plusieurs spécialistes, des endocrinologues, des psychiatres, des psychologues, des diététiciens et diététiciennes, etc. Dans les années 70, Hal Bush rejoint un peu cette idée. Il dit que les femmes contrôlent leur corps dans une vie qu'elles ne contrôlent pas. En effet, l'anorexie ralentit le développement sexuel des femmes. Les menstruations s'arrêtent et le corps revient à cette apparence enfantine. Ça serait presque un refus de la féminité. Ainsi, pour Kim Chernin, Marcia Millman, Susie Orbach, Marlene Boskin-White ainsi que William C. White, il ne faut pas pathologiser ces comportements de privation. Au contraire, ils cherchent à démontrer que ces troubles sont une inévitable conséquence de la société misogyne qui rabaisse les femmes en dévaluant l'expérience féminine et les valeurs des femmes tout en objectifiant leur corps et en discréditant les accomplissements présents ou passés des femmes. L'anorexie ne serait donc qu'une expression de la logique interne du patriarcat et du capitalisme. Par conséquent, en mai 1986, Susie Orbach organise une conférence avec des témoignages. Il apparaît alors évident qu'en parlant du sexisme, les femmes pouvaient se sauver entre elles. En outre, même avant 1870, avant la médicalisation de l'anorexie, les scientifiques y voyaient déjà une lutte contre le patriarcat et une politique féministe. Au XIXe siècle, avec la période de sécularisation, on a pu médicaliser les anorexies saintes et mystiques et les considérer comme des maladies. Des maladies de lutte, peut-être, mais des maladies tout de même. Mais il ne faut pas oublier que l'anorexie, on ne la contrôle pas. Certes, peut-être un peu au début, mais après c'est comme si on ne pouvait pas revenir en arrière. Y voir un acte franchement politique et quelque peu déplacé en vue de la souffrance et des douleurs qui subissent les malades. Ce n'est pas une grève de la faim comme les suffragettes. L'anorexie n'est jamais un choix éclairé et certains médecins parlent d'addiction à la privation. D'ailleurs, Johann Jacobs Bromberg réfute l'idée que ce serait une maladie politique. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est inconscient, mais je ne peux pas refuser l'idée qu'il y a un lien avec le patriarcat, le capitalisme ou toute autre prison sociale. L'anorexie, c'est un rejet du monde dans lequel on vit. La maladie est comme un mécanisme de défense, un réflexe contre les oppressions que subissent les femmes, surtout aujourd'hui avec les injonctions physiques qui leur sont imposées. De ce fait, une approche culturelle ne peut pas être écartée. Le culte de la minceur est omniprésent. Une étude menée par Suzanne et Orlando Woolley, accompagnée par Judith Rodin, pose la question suivante. À quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à peser plus que vous ne le vouliez? La réponse est glaçante, souvent avant la puberté. Toujours dans les années 80, à San Francisco, 80% des jeunes filles en CM1, je le répète, en CM1, font un régime. À Washington DC, 53% des filles de 13 ans déclarent ne pas aimer leur corps, et ce pourcentage augmente encore avec l'âge, si bien que 78% des filles de 18 ans affirment ne pas aimer leur corps. En 1984, Glamour Magazine a fait une étude sur 33 000 femmes. 75% se trouvent trop grosses, alors qu'objectivement, seulement 25% sont réellement en surpoids. Parmi celles déclarées en sous-poids, 45% le croient l'être malgré des mesures corporelles. Une autre étude dirigée par le même journal interroge des femmes sur leur source de bonheur. Le poids apparaît en tête devant le succès professionnel ou même les relations interpersonnelles. De plus, des études réalisées sur des jeunes femmes à l'université
prouve qu'au centre de leur schéma cognitif se trouve le poids. Il faut dire que l'environnement n'est pas favorable. Les mannequins sont maigres, les médias poussent toujours les femmes à faire des efforts pour être belles, et les personnages fictifs avec des mensurations réalistes et considérées comme intelligentes et séduisantes, ils sont rares. Et en plus, des personnalités publiques ont des réflexions atroces, comme Wallis Simpson, duchesse de Windsor, qui a dit « Une femme ne peut pas être trop riche ou trop mince ». Super. Cependant, des exemples scientifiques et historiques nous prouvent que l'environnement, certes propice au développement de la maladie, ne peut pas tout expliquer. Mais l'exemple qui me traumatise le plus est celui de Gwen Shamblin, qui mélange la religion et la perte de poids. Elle dit que plus on mincit, plus on se rapproche de Dieu et qu'il faut s'affamer pour aller au paradis. Ceci est à rapprocher des anorexies saintes. En 1996, elle fonde le Way Down Workshop. La lettre T a été volontairement enlevée pour que la sonorité se rapproche de The Way Down, c'est-à-dire la descente. Selon Gwen, il faut attendre d'être totalement affamé avant de manger et la prière doit servir de distraction pour éviter d'ingérer des calories. Elle organise des séminaires qui ont lieu dans des églises avec des pesées publiques. Elle commence à organiser des programmes à l'église baptiste de Bellevue dans les années 90. La participation coûte 103 $ avec des vidéos explicatives créées par Gwen. Plus les années passent, plus son programme a du succès. Et en 1995, son programme est diffusé dans 49 États des États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. En 1996, le Way Down Workshop compte 40 employés et plus de 250 000 adeptes. Ces adeptes en font en fait partie d'une secte. Une secte qui a sa propre église, l'église Remnant. Elle encourage les gens à se peser plusieurs fois par jour et à perdre du poids. Elle peut même aller jusqu'à renvoyer des adeptes s'ils ont pris du poids. Elle donne plein de conseils atroces pour maigrir et elle dit cette comparaison est atroce. Puisque les prisonniers des camps de concentration nazis ont pu maigrir, tout le monde peut le faire. La question que je me pose un petit peu, c'est est-ce qu'il y a réellement eu une explosion des cas d'anorexie ? Parce que maintenant, de nos jours, il y a de plus en plus de jeunes qui souffrent de maladies mentales et l'anorexie ne fait pas exception. Cependant, malgré les explications précédentes, il est possible qu'il n'y ait pas eu réellement une explosion exponentielle des cas d'anorexie, du moins jusqu'en 1995, date à laquelle un article est publié dans le British Journal of Psychiatry. L'article est un peu chiant, je l'ai lu un peu en diagonale, mais globalement l'auteur démonte toutes les études qui disent qu'il y a eu une explosion des cas d'anorexie dans les décennies précédentes. Cependant, soit les estimations étaient beaucoup trop approximatives, les échantillons trop faibles, les zones géographiques trop grandes, les critères de diagnostic différents pour chaque étude, une méthodologie peu rigoureuse. Donc cet article ne prouve pas grand-chose mais interroge cependant. Donc en fait, on ne sait pas vraiment, surtout avec ce que je vais dire après, dans les vidéos suivantes, s'il y a eu une explosion des cas d'anorexie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, ça m'intéresse de faire des vidéos, de faire du montage vidéo et de vous partager mes recherches parce que c'est des mois de recherche littéralement. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous les partager et j'espère que ça vous plaît. Et voilà.